Quels sont les gros dossiers économiques, les grands chantiers qui attendent Gabriel Attal à Matignon? Réponse avec vous, Xavier Timbaud. Bonjour et bonne année. Bonjour David, Tous mes voeux. et très bonne année à tout le monde d'ailleurs. Oui, pas seulement nous deux d'ailleurs. Non. Mais ça, je l'ai souhaité hier À votre et équipe avant-hier. aussi, on n'en parle jamais de votre équipe. Oui, exactement. Mais Laurie, Amoré, on en oublie évidemment. Voilà. On les salue. Très bonne année à eux. Bon, économiste, directeur principal de l'OFCE. Déjà, d'abord, question avant de voir un peu les grands chantiers. Dans quel état économique notre nouveau Premier ministre trouve l'économie française? Parce que, pardon, mais on devrait a priori, nous a dit l'INSEE, faire du surplace. On aura fait du surplace au 4e trimestre 2023. Ça va repartir timidement, mollement, nous dit l'INSEE aussi, sur le premier semestre. C'est quand même pas un environnement très folichon. C'est pas un environnement très folichon, effectivement, vous avez raison de le dire. En même temps, c'est pas non plus un environnement très perturbé. C'est-à-dire qu'on vient de passer quelques années, depuis 2020, donc 3 années, 4 années, qui ont été particulièrement perturbées, à la fois par la crise sanitaire et ensuite par la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine, ou l'invasion de l'Ukraine par la Russie, avec des effets multiples et variés, et en particulier sur les prix de l'énergie, et en particulier sur les prix de l'énergie en Europe. Donc ça a été un contexte extrêmement difficile, dont on sort peu à peu. Alors la guerre en Ukraine n'est pas terminée, loin de là. On peut encore avoir tout un tas de rebondissements inattendus en la matière. Il y a un contexte géopolitique globalement qui est quand même très tendu. Et donc, qui est d'ailleurs le risque peut-être économique numéro 1, entre guillemets, la géopolitique? Qui est sans doute le risque numéro 1 cette année, et pas forcément autour de l'Ukraine et de la Russie, mais il y a aussi le Proche-Orient, et puis il y a l'éternelle tension entre la Chine et Taïwan. Tout ça fait beaucoup. On voit aussi en Amérique latine qu'il y a des poches de violence. Donc bon, on est dans un monde complexe de ce point de vue-là. Il y a une élection américaine à venir qui peut aussi produire quelques incertitudes, alors plutôt en 2025, mais qui là aussi peut nous amener quelques événements assez spectaculaires. Donc on a un contexte international compliqué, dans lequel en fait, l'Europe doit jouer pleinement son jeu d'amortisseur, de couche de protection, et on est aussi dans le contexte des élections européennes. Donc un des enjeux numéro 1 pour le nouveau Premier ministre, ça va être de se préparer au pire, d'une certaine façon, parce qu'il peut arriver sur le plan économique, de gérer les après de ces années très difficiles qu'on a vécues, en particulier sur le plan budgétaire. Et c'est ça le sujet, parce que sans croissance ou avec pas beaucoup, on a peu de marge de manœuvre budgétaire. Et c'est vrai que l'INSEE, pour le coup, c'était en décembre, a revu à la baisse. Et je crois que c'est rapproché de vous, de l'OFCE, sur les prévisions de croissance pour 2024, 0,8%. Encore une fois, c'est pas top. Et puis surtout, c'est très éloigné de l'objectif du gouvernement de 1,4%, qui sont désormais, pardon de le dire comme ça, inaccessibles, inatteignables. Ou alors, il faut faire 1% de croissance au 3e trimestre et au 4e trimestre cette année. Oui. On a le droit de ne pas y croire. On a le droit de ne pas y croire aujourd'hui, donc effectivement... Au vu de tout ce qu'on a dit là. Au vu de tout ce qu'on a dit, bon, voilà. Donc, c'est un contexte qui n'est pas folichon, dans lequel il y a beaucoup d'enjeux politiques, puisqu'il y a cette élection européenne à venir. Maintenant, il y a quelques points positifs. On va être... La consommation va repartir. Alors, devrait repartir parce que l'inflation, même s'il y a quelques à-coups, redescend, et ça c'est bon pour le pouvoir d'achat. C'est ça. Donc on est quand même dans ce mouvement de ralentissement de l'inflation, de retour à la normale du point de vue de l'inflation. Probablement aussi, enfin vous allez en parler un peu plus tard, mais je pense que vous en parlerez aussi tout le début de l'année, peut-être même toute l'année, la baisse des taux d'intérêt et de la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne. Qui se fera cette année, nous a dit ce matin lors de ses vœux le gouverneur de la Banque de France, sauf surprise, il y aura des baisses de taux cette année. Voilà. Par la BCE. Et ça va être plutôt positif aussi, parce que tout le mouvement qu'on a vu très négatif sur le secteur de l'immobilier et de la construction va progressivement, l'étau va se desserrer sur ce secteur. L'étau, jeu de mots. Tout va se desserrer dans ce secteur, et ça, bon, ça ne produira pas des effets très positifs en 2024, mais ça va quand même donner une sortie de crise à un certain nombre d'acteurs, et donc ça sera effectivement un peu plus positif, un peu plus facile à gérer pour un Premier ministre, puisqu'on sera plutôt dans la partie de la descente du col plutôt que de la montée, là où ça paraît interminable et sans fin, et où on peut être très pessimiste. Ouais. Donc voilà, une situation... Enfin, je veux dire, vous dites qu'elle n'est pas folichonne, et vous avez raison, parce qu'effectivement les perspectives de croissance ne sont pas très bonnes, on est dans un contexte plutôt morose, mais en même temps, disons que d'une certaine façon, les mauvaises nouvelles sont déjà sur la table,
et elles ne devraient pas arriver en séquence comme elles ont pu arriver dans le parcours d'Elisabeth Borne, par exemple, qui a vraiment dû gérer un certain nombre de crises difficiles, complexes, avec beaucoup d'incertitudes, avec beaucoup de tensions géopolitiques, mais aussi de tensions à l'intérieur de l'Europe pour trouver des solutions. Bon, Gabriel Attal, il arrive dans un contexte qui est déjà un peu plus balisé de ce point de vue-là. Et donc, probablement, ça va lui laisser un peu les mains libres pour plutôt faire ce pourquoi il est réputé compétent, c'est-à-dire de la politique. Ouais. Après, la bonne nouvelle quand même, c'est qu'on va éviter cette récession que tout le monde nous avait promis en France et ailleurs. Et en même temps, la consommation, on l'a dit, va repartir sur fond de désinflation ou de reflux de l'inflation. Et en même temps, malgré tout, on a eu le patron d'Eurogroupe Consulting et il y a eu différents sondages qui ont été faits auprès des chefs d'entreprise, PME, ETI, aux grands groupes, qui sont inquiets, qui sont perplexes en ce début d'année, inquiétudes qui pourraient avoir des répercussions sur l'investissement des entreprises, qui est assez volatile et qui pourrait peut-être décevoir, du fait de cet attentisme, de tous ces risques géopolitiques qu'on a évoqués. Oui, alors l'incertitude joue jamais positivement sur l'investissement. Maintenant, qui a bien tenu jusqu'à présent. Voilà, qui a bien tenu jusqu'à maintenant, qui a même tenu de façon exceptionnelle jusqu'à maintenant, en fait, et de façon un peu surprenante jusqu'à maintenant. Il ne faut pas oublier qu'on est aussi dans une phase de transition sur plein de domaines, que ce soit environnemental, avec beaucoup d'investissements qui sont faits dans les renouvelables ou dans l'électrification. Donc là, l'appareil de production doit être modernisé, mais il y a aussi toute la digitalisation, la robotisation, qui sont aussi des vecteurs d'investissement majeurs. Donc il y a une recomposition quand même très nette de l'appareil productif. Donc ça porte les investissements. Oui, l'incertitude, elle joue négativement. Maintenant, la baisse des taux d'intérêt, elle va jouer positivement. La levée de l'incertitude sur l'inflation, le retour de la consommation va jouer aussi positivement. Et puis, il va y avoir aussi toutes les politiques qui visent à mettre en œuvre cette transition environnementale. On parlait de la construction et de l'immobilier. Il y a le chantier de la rénovation des bâtiments qui, aujourd'hui, n'est pas en mesure de compenser les diminutions d'activité dans la construction, mais qui représente quand même un volet d'activité et d'innovation qui est considérable. Et donc là, le chemin est quand même très fort, il est très marqué. Et donc, tous les industriels, tout le secteur de la construction va s'engouffrer dans ce... Ouais, mais sur les réformes économiques, parce qu'il y a beaucoup de chantiers hors économie dont on ne parlera pas ici, ce n'est pas le sujet, mais sur l'économie, qu'est-ce qu'il y a Bruno Le Maire, lors de ses vœux, a parlé d'une loi sur l'attractivité financière, ok, d'accord. On sait qu'il y a sur le plein emploi, qui fait partie de l'objectif, mais qui paraît difficile au vu de la remontée du chômage, mais je vous laisse répondre à cette question-là. Voilà, quels sont les gros dossiers? On parlera après des économies. Bruno Le Maire a dit en début de semaine, il faudra trouver pour 2025 12 milliards d'euros d'économies, et des vrais, pas débrancher des aides, des vraies économies dans le dur. Ouais. À mon sens, il y a 3-4 grands sujets. Donc, en premier, je ne mettrai pas le plein emploi, je mettrai le pouvoir d'achat. Parce que c'est en faisant quoi concrètement? Alors, en faisant quoi Parce que l'inflation fait le boulot, enfin le reflux de l'inflation. Oui, mais bon, ça c'est aussi faire un peu de politique et de politique dans un contexte économique. C'est expliquer quand l'inflation reflue que c'est grâce au travail du gouvernement. Enfin, Bruno Le Maire a beaucoup œuvré dans ce sens-là, même s'il n'a pas toujours fait des choses qu'on peut juger très efficaces. Il a quand même toujours voulu donner l'impression qu'il faisait des choses pour régler cette question. Maintenant, on peut accompagner ces éléments de reflux de l'inflation par des éléments de soutien, d'abord dans les négociations salariales. Voilà, les salaires réels ont baissé suite. Salaire qui devrait remonter plus vite cette année que l'inflation. Donc il y a un rattrapage là. Alors il devrait. Ça c'est ce qu'on peut prévoir. Oui. Maintenant, est-ce qu'il faut faire quelque chose? Est-ce qu'il faut appuyer dans ce sens-là? Est-ce qu'il faut aller voir les entreprises pour leur expliquer que c'est leur intérêt d'augmenter les salaires? Maintenant que l'inflation est calmée et que la perspective d'une stabilisation de l'inflation s'est plutôt adoucie, est-ce qu'il ne faut pas pousser à ce que les salaires réels soient rétablis et qu'il n'y ait pas de perte de pouvoir d'achat suite à ce passage inflationniste? Donc quel va être le discours du gouvernement sur ces questions? Ce n'est pas forcément des politiques décisives, mais à la marge, ça peut quand même jouer dans les négociations. Et surtout, voilà, mobiliser le gouvernement autour de cette question du pouvoir d'achat, des mesures d'accompagnement si possible sur la négociation des salaires,
et peut-être aussi des mesures fiscales pour aider les ménages ou les entreprises par des baisses de charges. Oui, le dispositif dit prime Macron a particulièrement bien fonctionné. Donc, est-ce qu'il n'y a pas des choses à faire de ce côté-là aussi, avec une espèce d'incitation fiscale associée aux négociations salariales pour arriver à rétablir la situation? Donc, ça, c'est des politiques qui peuvent être décisives pour maintenir, rétablir le pouvoir d'achat de la classe moyenne. Et puis qui coûte zéro aux caisses de l'État, parce que, pardon, il n'y aura pas de marge de manœuvre, j'y reviens, budgétaire, pour, et encore une fois, 12 milliards d'euros d'économie, pardon de le dire, mais ça ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval. Hein. Non, tout à fait. Mais est-ce que ces 12 milliards d'euros seront faits? Ça, c'est une première question. Et puis ensuite, est-ce que tout ça ne va pas un peu coûter quand même au compte public s'il doit y avoir des incitations fiscales ou par les charges sociales? On verra. Mais enfin, il serait peut-être important que le gouvernement n'exclue pas ce genre de levier, parce qu'il peut être utilisé marginalement pour déclencher avec un levier des effets plutôt perceptibles par la classe moyenne. Vous voyez, si vous dites je mets un peu de baisse de cotisation sociale dans la négociation salariale, ça peut s'accompagner d'effets pour les salariés qui peuvent être assez importants et ça peut avoir un rôle très important à jouer au cours de l'année 2024. Donc ça, je pense que ça, c'est le premier chantier. Alors, le deuxième chantier, c'est le plein emploi. Ça, c'est une vraie question. Le ralentissement économique, une croissance un peu moins forte qu'attendue, la sortie du dispositif des prêts garantis par l'État suite à la crise du Covid. Les faillites d'entreprises a donné 3 ans de plus maintenant aux entreprises. Oui, mais les faillites d'entreprises remontent en flèche. Enfin, c'est pas dit que les 3 Elles remontent à leur étiage normal, quelque part. Elles sont même passées au-dessus aujourd'hui. Il faut les rattraper aussi. Et ça nous donne des perspectives d'emploi qui ne sont pas très positives. Donc là aussi, toutes les mesures qui visent à accélérer le retour dans l'emploi, la création d'entreprises, la création d'emplois, la réinsertion de ceux qui sont passés par le chômage, la requalification. C'est là que tous ces dispositifs vont pouvoir jouer. Donc là aussi, il y a quand même une carte à jouer. Bon, le troisième sujet d'importance, c'est les économies budgétaires. Vous l'avez dit, mais voilà, on va repasser dans le fonctionnement normal du pacte de stabilité et de croissance. On est loin là. On va se retrouver possiblement en procédure de déficit excessif. Oui, là, c'est une question qu'on ne peut plus éluder aujourd'hui. Il n'y a plus une situation de crise aiguë qui justifie une exception. Ça permet de s'extraire des règles européennes. Voilà, même si la pression du côté des taux d'intérêt va un peu baisser, puisqu'on sera dans une phase probablement de stabilisation des taux souverains, voire de baisse des taux souverains. Mais bon, voilà, il va quand même falloir faire un certain nombre d'économies. Alors, il y a quand même un petit mécanisme qui permet ces économies un peu de façon indolore, qui est le résidu d'inflation. Par exemple, les salaires dans la fonction publique n'ont pas du tout été indexés sur les prix. Et ça représente une économie tout à fait substantielle. Qui aide bien la réalisation des 12 milliards que vous évoquiez et qui peut donner un peu de marge de manœuvre sur d'autres sujets. Voilà, donc les chantiers sont nombreux. Et ils sont nombreux. Il y en a un quatrième, oui, si vous permettez. C'est quand même la mise en œuvre de la transition environnementale. Ça coûte des sous, ça. Ça coûte des sous, ça suscite des oppositions sociales et politiques fortes. Mais voilà, il faudra que le gouvernement prenne une position très très claire sur cette question. Jusqu'à maintenant, avec Elisabeth Borne et la planification écologique, l'atmosphère était on travaille et on planifie. Maintenant, Gabriel Attal, il doit mettre en œuvre cette planification et donc il va rentrer dans quelque chose d'un peu plus difficile. Voilà, beaucoup de gros chantiers donc pour ce nouveau Premier ministre, Gabriel Attal à Matignon. Merci beaucoup. Explication signée et point de vue signé Xavier Timbaud, économiste et directeur principal de l'OFCE. Merci Xavier. Merci David. Salut.